Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 10e épisode de mon podcast créatif dédié au crochet et à la couture. Alors aujourd'hui ça va être un petit épisode un peu particulier car il y aura moins de créations finies ce mois-ci et je vous expliquerai en seconde partie, les raisons du pourquoi du comment. Donc je vais commencer par la partie crochet. Alors il n'y aura qu'une seule création ce mois-ci. Puis la partie couture avec 2 créations pour mon mari. Et ensuite une troisième partie qui expliquera les raisons de ce peu de création totale sur le mois de septembre. Donc je commence par la partie crochet avec la création d'un amigurumi qui s'appelle Harley Quinn. Harley Quinn, c'est la petite copine du Joker dans Joker, dans Batman. Et donc c'est issu d'un patron de Monster Hook, c'est Anna Carax qui l'a créé. Donc j'aimais beaucoup particulièrement la différence de couleur sur ce patron, et c'est justement ce qui m'a pris beaucoup de temps pour comprendre comment on faisait pour dissocier en fait correctement la couleur noire de la couleur rouge. J'avais commencé à crocheter donc le bonnet et je me suis retrouvée à un moment donné avec ça, à savoir un trait rouge qui n'était pas normalement correct. J'ai pas pu défaire cette partie là parce que du coup j'avais déjà coupé les fils à l'extérieur et que si je défaisais les fils, je récupérais pas du tout la pelote. Donc ça me permet de vous montrer où était mon erreur sur ce patron. Et donc ma difficulté dans ce patron là, ça a été vraiment de comprendre pourquoi j'avais en fait un rang de décalage, et tout simplement parce que je ne mettais pas le deuxième jeté de la couleur suivante, et c'est ça qui a fait que j'avais une différence sur ce patron. Donc j'ai interrogé en fait la créatrice et qui m'a gentiment expliqué, et j'ai été aussi déranger une personne dans le site Facebook Amigurumi France qui m'a elle expliqué en fait où était mon erreur et qui m'a permis de corriger cette erreur là sur mon deuxième essai d'Harley Quinn. Donc ça donne ceci, petite Harley Quinn toute mignonne avec sa petite collerette. Donc ça fait une petite là cette fois-ci j'ai bien vous voyez différence, j'ai bien la séparation correcte cette fois-ci au milieu du chapeau. Donc c'est le seul, en fait ça m'a pris du temps avant de comprendre pourquoi ça faisait ça, et puis honnêtement j'avais d'autres préoccupations ce mois-ci que je vous explique ensuite en seconde partie. Et c'est donc la seule création amigurumi que j'ai faite ce mois-ci, mais elle est toute mignonne et ma fille en est ravie. Donc voilà pour ce qui est de la partie crochet, très rapide. Ensuite, la partie couture. Donc j'ai fait ce mois-ci, alors je vais appeler ça maintenant la couture loisir, puisque c'était avant mon projet, mon défi en fait, dont je vais vous parler après. Donc c'est en projet loisir, je n'ai fait que 2 polos, donc issus, alors c'est la même chose que la dernière fois, donc si vous voulez avoir plus de détails, je ne vais pas trop détailler cette fois-ci. Si vous voulez avoir plus de détails, j'essaierai de mettre le lien de la vidéo spéciale homme, enfin spéciale couture pour homme. Et donc c'est également toujours issu du patron en fait de Jali, le numéro 31-37. Donc je vous avais expliqué que ces patrons j'aimais beaucoup parce qu'il y avait des modèles enfants et adultes sur le même patron. La seule difficulté je trouve pour ces patrons, enfin c'est pas franchement une difficulté, mais bon, ce qui est pas top, c'est que le patron en lui-même, le patronage maintenant, en lui-même est avec les explications, ce qui fait que du coup on a toute une feuille en fait à sortir, mais je crois que c'est téléchargeable en fait, juste les explications sur le site de Jali, et du coup
Ça, je l'ai pas encore fait, j'aurais dû le faire. C'est beaucoup plus pratique d'avoir qu'une seule page d'explication et pas la page complète avec le A0 sur le patronage. Donc je vous montre les deux réalisations. Donc le tissu est un tissu maille, un tissu, comment il s'appelle ça déjà? Tissu, excusez-moi, je reprends mes notes. J'aurais dû d'ailleurs l'ouvrir avant. Donc c'est un tissu maille piqué de chez Rascol. Donc le voilà, le premier exemplaire. Donc j'avais fait le premier que j'avais fait c'était en noir avec des surpiqûres rouges. Et là j'ai préféré en faire un, enfin mon mari a souhaité un plus simple. Donc tout de gris vêtu. Et je n'ai pas fait une boutonnière, j'ai préféré faire des boutons pression. Ce qui permet comme ça. Plus simple, puisque de toute façon il ne ferme jamais ses boutons, donc c'est pas plus mal. Alors sur ce patron, la seule chose que j'ai faite, c'est une diminution de la longueur des manches, parce que mon mari est assez, enfin il n'est pas très grand, il fait 1m68, donc les manches étaient trop grandes pour lui, donc je les ai réduites. Et la difficulté toujours, c'est ce fichu col en jersey entoilé d'un côté et pas de l'autre, qui correspond plus, donc à chaque fois je me retrouve avec un morceau de colle plus grand que l'autre, donc je suis obligée d'un peu de faire des découpes. Il faudrait vraiment que je me décide à les entoiler les deux, mais j'ai tellement peur que ça soit trop rigide après et puis que ce soit pas agréable à porter. Donc le premier en maille grise et le deuxième en maille bleu marine. Donc mon mari était très content de ces deux polos, il m'en demande encore, mais pour l'instant je n'ai plus beaucoup de temps pour le loisir, on va dire. Voilà, bon, pour la partie couture homme. Et maintenant, je passe à la partie qui va probablement être la plus longue et la plus fouillie, parce que je ne suis pas encore très bien organisée dans ma tête pour savoir comment vous présenter les choses. Je me suis d'ailleurs beaucoup questionnée pour savoir si je vous présentais les choses, si ça avait un intérêt pour vous que je vous montre et que je vous informe de ce que je suis en train de faire, notamment je me suis lancé un défi pour 2020 et j'espère réussir ce défi, à savoir passer mon CAP couture mode vêtements flous, donc qui aura lieu en juin 2020, l'examen en lui-même en juin 2020. Donc je me suis décidée comme ça, alors ça fait quelques mois déjà que j'y pensais sérieusement, et je me suis dit pourquoi pas, après tout, de toute façon je n'ai rien à perdre, je sais que c'est pas un diplôme nécessaire à ma profession puisque je ne suis pas du tout dans ce métier, mais j'avais envie de tester en fait mes connaissances, d'apprendre de nouvelles choses, et je me dis que de toute façon même si je rate cet examen, ce qui est certain, c'est que tout ce que j'aurai appris, ce sera un plus pour moi et puis un plus pour les créations que je pourrais faire. Donc je me suis décidée, j'ai dit on va commencer. Alors quand j'ai vu que Artésane et Christine Charles se sont mis ensemble pour faire un livre, et que ce bouquin, j'en avais entendu parler déjà au mois de juillet, donc j'attendais tout simplement qu'il sorte. Il est sorti le 5 septembre, donc c'est celui-là, mais je pense que vous avez dû le voir déjà pas mal sur les réseaux sociaux, parce qu'il est un peu partout, hein, on le voit beaucoup. Donc dès que j'ai su qu'il était en précommande, je l'ai commandé à la FNAC. J'essaierai de trouver, alors je sais qu'il est parfois en rupture de stock sur certains sites, je verrai si je trouve à la FNAC, je vous mettrai le lien en dessous. Il vaut 36 €, et honnêtement il en vaut vraiment la peine. C'est un livre qui est très très complet et qui donne un programme sur 9 mois, donc de septembre à mai, 9 mois d'exercice, 9 mois de travail et de patronage pour arriver à acquérir les bases spécifiques de la couture industrielle, puisque là on n'est plus sur la couture loisir, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vais vous en parler un petit peu plus après, mais c'est surtout en fait devenir une couturière dans l'industrie de la mode, et là ce n'est pas du tout les mêmes principes de couture ou le même apprentissage de couture que la couture loisir. Donc
Fort de ça, donc j'ai acheté le bouquin, je suis allée à ma bibliothèque municipale pour voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient qui pourrait être important dans l'acquisition des compétences. J'ai trouvé, alors, il y a, alors pour ma part, je n'ai pas à passer les épreuves générales puisque j'ai déjà un diplôme d'enseignement supérieur, donc je n'aurai à passer que 3 épreuves. La première qui est la prévention santé environnement, qui est une épreuve d'1 heure qui est pour tout étudiant ou qui passe le CAP. Donc j'ai pris en fait, j'ai emprunté à la bibliothèque municipale ce livre et qui parle notamment en fait de l'entreprise, de la santé, des textes législatifs qui régissent le monde du travail. Donc c'est mon métier, donc je crois que j'y connais un petit peu, heureusement d'ailleurs. Et, euh, et ce sera une épreuve d'1 heure avec des questions très avec du bon sens. Donc je pense que j'ai regardé un petit peu les annales des années passées et je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour obtenir des points supplémentaires grâce à cette épreuve-là. Et la seconde épreuve que j'aurai à passer, c'est l'EP1 qui, lui, regroupe plusieurs matières donc, dans cette épreuve-là. Et c'est des matières, bon, là, honnêtement, que je découvre parce que je ne suis pas du tout du métier. Donc il y a la connaissance des matériels, donc notamment au niveau des machines, notamment au niveau des points de couture. Alors dans l'industrie en fait de la mode, chaque point, que ce soit machine ou main, a un numéro spécifique. Et du coup, il faut les connaître, puisque dans la gamme de montage, ce que je vous expliquerai après, ce sont ces numéros de points qui figurent, et que si on ne les connaît pas, du coup, on est un petit peu en difficulté. Ensuite, il y a du dessin de style. Donc là, je ne suis pas du tout douée en dessin, mais j'ai été rassurée par les personnes qui avaient fait déjà l'année dernière le CAP et qui ont tout simplement rassuré au niveau du groupe Facebook que ce n'est pas du dessin de mode, c'est simplement en fait dessiner un vêtement, enfin le vêtement éventuellement, pour qu'il soit le plus visuellement parlant correct et qui prenne en compte éventuellement les mouvements, l'ombrage. Donc ça c'est un entraînement je pense, mais bon, qui n'aura pas non plus une grande valeur en termes de points sur l'exercice en lui-même. Ensuite il y a de l'histoire de la mode. Donc là j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque également. Donc tout sur la mode. Je pars de zéro parce que honnêtement la mode et moi je suis pas très, enfin je suis pas trop la mode en fait. Je connais de nom les stylistes, je connais quelques couturiers, enfin de nom, réputation, mais je ne sais même pas en fait à quoi correspondent leur création et du coup dans quel mouvement en fait de style ils s'adaptent. Et puis du coup ça il va falloir que je potasse. Je pense que c'est cette partie là qui me fait un peu le plus peur parce que je pars de zéro et que du coup j'ai 8 mois maintenant pour étudier ça et pour l'approfondir un maximum. Et ensuite, donc en épreuve, après il y a la technologie des fibres et des textiles. Donc là, sur cette partie-là, on doit connaître quelles sont les différentes matières en fait à coudre. Donc les matières en fait, le tissu, quoi, de quoi est fait le tissu et de comment est fait le tissu. Et ensuite, il y a, là c'est la partie l'EP1, et le dernier examen, ce sera donc le plus grand, enfin le plus long, qui dure sur 2 jours, et qui a un coefficient de 10, donc 16 heures pour un coefficient de 10 et qui compte le plus, et c'est tout simplement la création du vêtement en lui-même. Et c'est là où je pense que ça va être le plus compliqué parce qu'il faut respecter toute la gamme de montage et il faut respecter en fait les codes de l'industrie pour comprendre en fait tout simplement le montage de ce vêtement qu'on aura à créer, enfin à coudre. En sachant que là où c'est difficile aujourd'hui pour moi, c'est de repartir en fait sur des bases qui n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire que j'ai pris des automatismes, des habitudes depuis maintenant 5 ans que je couds, qui ne sont pas forcément du coup les bonnes
bases de couture et qui sont un peu compliquées à modifier. Donc, ne serait-ce qu'un exemple, hein, je ne coupe plus maintenant mes tissus avec un ciseau. Je les coupe avec un cutter rotatif. Pour moi, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus précis. Et ben, le cutter rotatif est interdit à l'examen. Donc là, déjà, je commence mal. J'ai réessayé le ciseau et c'était pas top. J'avais des écarts assez conséquents et du coup, à l'examen, il n'y a qu'un millimètre en fait de marge d'erreur et d'acceptation de l'examen. C'est-à-dire que si on fait 2 mm ou 3 mm, ce qui arrive dans les coutures loisirs assez fréquemment, et ben là, c'est éliminatoire, je suppose, où on a une mauvaise note. Donc ça, il va falloir que je fasse attention à ce point de détail, et je pense que c'est ce qui sera le plus compliqué, c'est justement de mesurer en fait toutes les coutures et de recommencer. Alors là, c'est recommencer quand c'est faux, enfin quand c'est pas correct, quand c'est pas au millimètre près la bonne dimension. Donc voilà, donc c'est mon défi de 2020, je ne sais pas si j'y arriverai, je le tente, je vais tout faire pour y arriver. Si je ne réussis pas, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave, je recommencerai peut-être, forte de ça. En tout cas, je suis sûre que déjà, ne serait-ce que ce mois-ci, tout ce que j'ai appris, c'est des bonnes choses, des choses que je ne connaissais pas, et du coup, mon questionnement initial, c'était: est-ce que ça va vous intéresser? Est-ce que je continue mes vidéos YouTube parce que ça va pas être un peu trop technique pour vous? Je sais pas. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait en septembre. Vous me direz si ça vous convient, un format de vidéo de ce genre. Si je continue aussi, dans ces cas-là, on se reverra au mois de juin 2020, hein, c'est pas grave. Mais du coup, si ça vous intéresse, ce que je me suis dit, c'est si j'ai appris des nouvelles choses, peut-être que vous, ça vous intéressera aussi de les apprendre. Si vous le savez déjà, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant mieux aussi. Et puis si ça vous intéresse, dites-le moi tout simplement. Et puis je continuerai ces vidéos au fil des mois de ce que j'aurai appris. Je vous en ferai part également. Donc ce mois-ci, on a commencé, alors c'était le mois des plis. Donc c'était, alors comment se présente le livre? Donc il y a une introduction, mais qui fait quand même 44 pages. Donc franchement, une très belle introduction qui, rien que dans cette introduction-là, nous apprend beaucoup de choses. J'ai appris d'autres vocabulaires que je ne connaissais pas. Donc qu'est-ce que le patronage? Alors le patron, oui. Le patronage, qu'est-ce que c'est qu'en industrie un patronage? C'est tout simplement un patron auquel on a rajouté les marges de couture. Donc ça s'appelle un patronage quand il y a les marges de couture incluses. Ensuite, le couturage. Qu'est-ce que c'est que le couturage? C'est l'industrialisation d'un patron. Donc en fait, on fait le patronage, on ajoute les marges de couture, donc on fait un couturage pour obtenir le patronage. Une gamme de montage, donc c'est tout simplement des symboles industriels qui représentent une coupe, une section du vêtement, de la manière dont il doit être monté. C'est ça qui est le plus compliqué, c'est de connaître à quoi représente. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, il faut avoir un visuel 2D, 3D, je ne sais pas comment l'expliquer, pour qu'on puisse visualiser à quoi ça ressemble, quelle partie du vêtement c'est, et surtout comment il est monté l'un avec l'autre. Donc une gamme de montage, je vais vous montrer un petit exemple, hein, ce que c'est. Et c'est en fait, dans un patron normal, on a en fait une explication littérale de ce qu'il faut faire, hein, comment on procède, chaque étape, comment on procède. Dans l'industrie, il n'y a pas de texte, il n'y a que des schémas, et ça s'appelle la gamme de montage. Et la gamme de montage, je vous en montre une, à quoi elle ressemble. Donc là, vous voyez, chaque schéma représente la manière de coudre les pièces ensemble. Et donc c'est cette gamme de montage qu'il faut connaître, qu'il faut savoir lire pour pouvoir ensuite suivre la couture du vêtement de la manière dont c'est indiqué. Dans l'exercice, dans l'examen, Christine Charles précise bien qu'on ne doit pas, comme on le fait souvent en couture loisir, on ne doit absolument pas modifier la façon dont c'est créé, on ne doit pas faire de nouveautés, c'est-à-dire qu'on doit se mettre
à la place d'une couturière dans l'industrie qui doit suivre de A à Z la façon dont est monté un vêtement et qui ne doit pas dévier de cette façon, puisque si elle dévie, ça modifie éventuellement le travail des collègues suivantes, et ce n'est pas ce qui est fait dans l'industrie en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris d'autre comme vocabulaire? Le rempliage. Le rempliage, c'est replier une fois la valeur de couture sur l'endroit ou l'envers. Donc c'est en fait un ourlet, on remplit ça s'appelle le rempliage, c'est faire un ourlet en fait. Donc une seule fois. Et l'ourlage, lui, c'est une première fois et une deuxième fois. Donc on tourne 2 fois le vêtement, et ça, on fait 2 fois les valeurs de couture en fait. Et j'ai appris également ce que voulait dire le mot dosser. Donc dosser un tissu, c'est tout simplement le mettre endroit contre endroit quand on doit faire sa coupe de patronage, sa coupe de patron, de patronage, oui. On met le tissu endroit contre endroit, et ça s'appelle dosser un tissu. Ça, c'est pour le vocabulaire que j'ai appris ce mois-ci. Donc au mois de septembre, il y avait donc tout un... Alors, comme je vous ai dit, toute une introduction très, très claire à apprendre, enfin apprendre à lire, parce qu'on apprend déjà beaucoup de choses et qui clarifie déjà pas mal de choses avant même d'entamer les exercices. Et donc au mois de septembre, l'objectif c'était de savoir faire des plis. Et pour ça, il y avait plusieurs exercices, plusieurs exemples d'exercices sur les plis. Alors 3 types de plis, le pli creux, les plis plats et les plis religieuses. Et pour chaque type de pli, il y avait un modèle à suivre d'une jupe, puisque là on est parti sur la jupe, avec une matière qui est donc dans une matière en fait textile qui était le sergé de coton. Alors ça me permet de vous dire qu'est-ce que c'est que le sergé de coton pour ceux qui ne sauraient pas. J'ai appris donc avec déjà ce mois-ci qu'il existe que trois en fait armures fondamentales, on va dire, qui sont la manière dont est cousu, enfin, et dont est cousu, filé, les fils entre eux, je ne sais pas comment on peut dire ça, et qui permettent d'identifier assez facilement de quelle armure ils viennent. Le premier, c'est de la toile, donc alors je me suis fait un petit pense-bête, hein, j'espère pouvoir être clair avec tout ça. Le premier, c'est la toile, et la toile, vous voyez, on a le fil de trame et le fil de chaîne, et chaque fil se croise avec un fil d'écart. Donc ça s'appelle la toile. Un exemple de toile, la toile à patron, hein, ça c'est une file de toile. C'est-à-dire que c'est une toile très solide. C'est une toile très solide donc, puisque un fil retient un autre fil, ce qui fait que les uns derrière les autres, la toile elle est bien solide. Ensuite, dans la deuxième armure, c'est l'armure sergée, donc c'est ce qu'on a travaillé ce mois-ci en termes de tissu. Et on a, dans cette différence d'armure, c'est en fait, on a déjà l'envers et l'endroit qui sont bien marqués, parce que l'endroit, on le voit en fonction de la manière dont est entremêlé les fils, c'est-à-dire que là, on n'a pas une, mais on a deux, une, ou 3 une, 3 une, en fait, enfin, ça dépend des matières, je suppose. Et donc là, on perçoit dans la manière dont c'est filé, enfin, c'est entremêlé entre eux, je sais pas comment dire les choses, mais ben, on aperçoit facilement ce qui est de la toile de sergé, pour une raison simple, on voit des diagonales apparaître. Donc c'est tout simplement des diagonales, et on sait que c'est du sergé quand les diagonales apparaissent sur le devant du tissu. J'ai un modèle, je vous le montrerai après. Et la dernière armure, qui est donc l'armure satin, et donc c'est la plus fragile, pour une raison simple, c'est que les fils de chaîne, là, je ne sais pas si on voit bien, les fils de trame et les fils de chaîne, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, fil de chaîne, c'est les horizontales. Donc les fils de chaîne, oh, je vais y arriver, chaîne, c'est ça. Les fils de chaîne et les fils de trame, oh, j'ai un doute là, vertical, non c'est ça, pardon. Donc les fils de chaîne ne croisent que tous les 4 fils
un fil de trame. Et ce qui fait que du coup, on reconnaît facilement ce type d'armure parce que le tissu à l'endroit est très brillant, type satin ou type soie. Donc on voit que c'est un fil, on voit que c'est une armure satin parce que justement ça brille à l'endroit par rapport à l'envers. Et donc en fait, il y a ces trois armures-là, ces trois manières d'entremêler les fils qui existent. Et après, il y a des dérivés de chacune de ces armures, mais là, chacune d'armure peut avoir des dérivés en fonction d'eux, et on peut faire des mélanges de tissus les uns avec les autres, et ça donne d'autres tissus, comme on peut en voir autant sur les marchés ou dans les magasins. Donc ce mois-ci c'était l'armure sergée, donc on avait pour consigne de trouver du sergé coton, 100% coton, pour pouvoir faire ces modèles de jupes. Donc il me restait, alors en sergé de coton on a, enfin en sergé, en armure sergée, c'est du denim, du jeans, de la gabardine, du velours ou du tweed. Il me restait pour moi une chute de gabardine avec lesquelles j'avais fait un trench à ma fille. Donc j'ai utilisé pour faire trois modèles, les trois modèles de plis différents en modèle mini pour cette jupe. Et j'ai acheté ensuite du sergé 100% coton, donc sergé pur sergé, pour faire le modèle adulte pour ma sœur. Donc le modèle du mois c'était la jupe Ambrosia. Donc c'est une jupe serrée à la taille évasée avec un pli creux. Donc c'est le premier pli en fait sur lequel j'ai travaillé. Ensuite il y avait en variante, puisqu'il y a trois variantes différentes, mais j'en ai fait que deux. La variante pli plat, c'est celle-ci, avec 6 plis plats et un au milieu. La même, mais avec les plis surpiqués. Et la dernière, qui était la plus compliquée, qui est donc les plis religieuses, où les plis sont en bas. Et là, il faut vraiment être minutieux pour arriver à avoir une largeur identique sur toute la longueur de la jupe qui soit correcte. Alors j'avais, en dehors des plis, des plis que je connaissais, hein, donc le pli creux c'est pas spécialement compliqué, sauf que par rapport aux patrons, alors les patrons pour ces modèles vont de la taille 36 à la taille 44, il me semble que c'est 44 ou 46, je vous dis ça tout de suite. Alors sur la feuille de patron qui a inclus dans le livre, 36 à 48. La feuille de patron qui a inclus dans le livre, c'est que du 38. Si on veut faire une taille autre, artisane sur son site, puisqu'on a aussi avec des supports vidéo sur le site d'Artisane, avec un code à l'intérieur du livre qui me permet d'accéder à tous ces supports. Et on peut télécharger les autres modèles sur une autre taille. Mais là, c'est des formats PDF et donc il faut assembler les formats. Donc sur le premier patron, je suis partie sur une taille mini. Donc j'ai pris la taille 38 qui était sur Artisane et je l'ai réduite à 50% parce que j'avais envie de faire d'abord des modèles réduits. La difficulté également sur cette jupe, c'est qu'il y a également un zip invisible. Et là, ce n'est pas très mon fort. Très mon fort. On va parler bien France. Ce n'est pas mon fort en fait c'est pour ça que j'ai fait les trois modèles réduits avec le zip pour essayer de m'entraîner un petit peu sur le zip, puisque il faut que je m'entraîne, parce que plus je m'entraînerai, mieux ce sera. Donc je commence pour vous montrer la version mini de la première jupe, donc avec le pli creux. Donc c'est une petite jupette. Alors j'adore les versions mini, hein, c'est vraiment trop chou. Donc c'est une petite jupette, donc comme ça, avec... Donc la difficulté c'est alors c'est pas parfait, hein, c'est mes premiers tests, hein, c'est pas parfait, vous voyez, la difficulté c'est d'assembler correctement, c'est-à-dire que tout soit bien aligné sur les côtés.
Là encore, j'ai quelques petits écarts que là sur le coup, j'avais pas forcément bâti. Donc il faut vraiment que j'apprenne à bâtir le plus souvent possible pour que éviter les écarts. Et là, la petite ici, c'est celle que j'ai réussi le mieux, je crois. Réussi à faire un zip invisible. Alors j'avais un pied spécial zip invisible, hein, puisque... Et à l'intérieur, c'est alors c'est fait exprès, c'est des points à la main. Et tout est surfilé. Donc ça c'est la première version, donc mini jupe. Ça va même pas à la taille d'un enfant, hein, c'est vraiment pour une poupée. Mini jupe pli creux. Alors le pli rond, la différence entre le pli creux et le pli rond, c'est l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, on voit ici un plat et les côtés sont à l'envers. Donc c'est la différence entre les deux, entre le pli rond et le pli creux. Donc la première version. Ensuite, la deuxième version qui était donc le pli plat sur les côtés. Ça donne ça. Donc, comme le dit Christine Charles, hein, il faut vraiment, quand on fait ce type de modèle, respecter en fait les marges de couture. Alors ça a été compliqué pour moi parce que du coup, toutes les marges étaient diminuées par 2. Ce qui fait que du coup, quand on a 1 cm de marge, ben, on a 50 cm, 0,5 sur un mini c'est 0,5. Sauf que quand on a un 0,7 c'est un 0,35. Donc on se retrouve avec des coutures quasi au bord du tissu et c'est franchement pas top. Mais bon, j'avais envie. Donc là, vous voyez, il y a quelques petites anomalies aussi. Là, on voit que le pli, j'ai pas résorbé correctement le devant. Là, le derrière, là j'ai un écart, un léger écart ici. Là, le zip, ça va, le zip, celui-là aussi, il est invisible. C'est sur l'autre qu'il n'est pas quasiment plus. Là, ça va mieux parce que du coup, j'ai bâti. Non, j'ai dû bâtir que d'un seul côté ou alors je sais pas ce que j'ai fait. Là ça va pas non plus. Et donc ces petits points de détail en fait ils sont notés lors de l'examen. En fait ils sont notés et chaque alors c'est peut-être un demi-point hein, ou un quart de point, je sais pas comment, mais chaque anomalie eh ben ça enlève des points. Donc c'est ça qu'il faut ne pas. C'est pas ce que j'ai fait ce mois-ci, je le reconnais. C'est si ça va pas, on recommence, on défait et on recommence. Quoique j'en ai fait, enfin les fermetures éclairs, si je les ai recommencées, alors pour les 2 premiers, après j'étais fatiguée. Au bout de la 4e, j'avoue, j'ai abandonné, mais c'est pas bien. Dites-le moi que c'est pas bien. Et donc ça c'était la deuxième version, donc pli plat. Et la dernière qui est pli religieuse. La voici, toute mini. Donc là, je suis pas mécontente, enfin, je suis plutôt même contente parce que j'ai bien compris en fait comment ça se faisait. Je suis arrivée. Alors par contre, la différence entre ces deux, entre ça et ça, c'est que ici, j'avais 2 morceaux dans le dos. Donc c'est expliqué dans la gamme de montage de cette façon. Ici, bah, il n'y a qu'un seul. Comment il fallait trouver comment en fait raccorder puisque c'était pas marqué. Donc j'ai fait un peu à ma sauce. Hein. Donc là, on voit pas trop on voit encore l'écart ici, il y a encore une différence. C'est vraiment embêtant, j'arrive pas à comprendre. Enfin, il faudrait que je trouve comment faire pour que l'écart, parce que sur la version grande, c'est pareil, j'ai les mêmes difficultés. Faire en sorte que quand on coud en même temps un zip, là, ça puisse être assemblé. J'ai pas encore trouvé une solution parce que je peux pas bâtir, sinon je bloque le zip. Donc je ne sais pas encore comment faire. Bon, je vais finir par y arriver, hein, je trouverai bien. Mais en tout cas là c'était sur tous les zips, c'était sur tous les comment dire les plis religieuses qui étaient importantes et à effectuer. Donc en tout cas ces petites mini jupes je les adore, moi je trouve ça trop mignon, trop mignon, donc je pense que dans les modèles suivants je ferai quand même une mini parce que j'aime ça, je trouve ça tellement mignon. Et puis, donc je suis passée ensuite, une fois que j'avais fait ça, je suis passée sur un modèle du coup adulte pour ma soeur qui a souhaité, qui a bien voulu, merci à toi si tu regardes, être mon mannequin de la préparation de mon CAP. Et quand il y aura une robe ou une jupe, comme je n'en porte pas, et ben c'est elle qui en bénéficiera et elle est très contente.
Donc du coup, j'ai fait un modèle avec du sergé couleur chocolat et modèle pour elle en taille adulte que je vous montre tout de suite. Hop. Donc c'était la version pli plat, pli creux pardon, qu'elle a choisi. Ça m'arrange parce que c'était le plus simple. Donc vous voyez là, c'est exactement la même version, hein, donc c'est ça du coup qui était pratique, c'est de m'être entraîné dessus. C'était en premier sur un modèle mini, c'était quand même plus simple après de savoir où étaient les difficultés sur le modèle plus grand, hein, donc ça c'est pas un souci. Donc j'ai bien respecté les dimensions, mais j'ai mon zip, je suis pas très contente de mon zip derrière qui n'est pas si invisible que ça. Je sais pas si on voit grand chose d'ailleurs. J'essaie de rapprocher. Vous voyez, et qui j'ai un écart ici, on va dire de 2-3 mm qui me chagrine. Mais je n'ai pas eu le courage de tout défaire parce que j'avais déjà monté à la main derrière et que j'avais pas envie de recommencer tout. Donc elle m'a dit c'est rien du tout. Bon, on va dire que pour cette fois c'est rien du tout. Je sais que je fera pas que je fasse ce genre d'erreur lors de l'examen parce que sinon je perdrais des points bêtement, c'est dommage. Mais bon, sinon elle lui va bien, elle a essayé, elle lui va bien et elle en est très contente. Donc elle va bientôt l'avoir chez elle. Alors voilà pour ce qui est des réalisations de ce mois-ci. Donc comme je vous ai dit, pas autant que ça, enfin pas autant que d'habitude et pas puisque j'ai pris le temps quand même de me poser, de voir comment travailler, puisque là j'avoue que il faut que je m'organise encore, je ne suis pas complètement claire dans la manière de m'organiser. Je me suis rendu compte aussi que j'étais assez bordélique, allez on va être franche, bordélique quand je cousais, j'en avais partout, et que du coup ça aussi lors de l'examen c'est jugé, si j'en mets partout, bah, je me retrouve pas, je perds du temps, et puis c'est pas forcément conforme à comment devrait être la table d'une couturière dans l'industrie, hein. C'est nickel, tout est rangé, donc j'essaie de m'organiser à mettre les choses où elles doivent être. Je me suis j'ai acheté un ciseau pour essayer d'apprendre, parce que celui que j'avais, j'avais acheté ça à Ikea, mais j'ai des petites mains et elles sont énormes et que à chaque fois en fait ça bouge quoi. J'arrive pas au niveau des ciseaux, je n'arrive pas à avoir des coupes fines, droites correctement. Donc ça, je me suis dit que c'était peut-être la paire de ciseaux qui était trop grande pour moi. Je n'ai que des grandes paires de ciseaux en fait. Et du coup j'en ai commandé une d'une marque des couteaux de Nogent. Apparemment c'est une marque assez connue dans les ciseaux, pas les couteaux, dans les ciseaux. Donc couteau de Nogent, et je me suis offert le luxe d'y insérer ma petite marque. Comme ça au moins je suis sûre que c'est la mienne. Donc là elles sont beaucoup plus petites. Je les ai pas encore testées avec le linge, enfin avec la découpe. Mais je me dis qu'elles sont beaucoup plus petites et que j'espère cette fois-ci que ça ira pour ce qui est de couper le tissu sans que j'ai des anomalies, en fait, des millimètres d'écart qui risquent de me faire des erreurs sur le métrage complet. Donc j'ai aussi fait l'acquisition d'un réglet, je connaissais pas. Donc là, l'acquisition, c'est surtout celui de mon mari que j'ai emprunté, on va dire, et qui permet aussi de voir au millimètre près combien est-ce qu'on a pour chaque couture, parce qu'il faut mesurer à chaque fois pour s'assurer qu'on est bien en fait la bonne ligne de couture. Et puis également, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ce mois-ci un test. Alors dans le livre, il y a aussi un patron de base. Je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Il y a un patron de base qui permet en fait de voir comment les basiques. Là sur le patron de base, c'était les pinces, mais ça j'en ai déjà fait plusieurs, donc je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire. J'aurais peut-être dû quand même, on ne sait jamais. Et il y avait une autre méthode en fait pour coudre un zip, mais pas invisible cette fois-ci, un zip classique, hein, que j'ai testé en pièce d'étude.
Donc la jupe de base, c'est une jupe, ça, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure le dessin de style, ça représente ça. Il faut en fait voir comment est un vêtement en fonction de sa fluidité, de son tissu. En coton, ça sera moins fluide. En soie, en fonction du tissu qu'on a choisi, le résultat n'est pas le même. Et donc en fait j'ai fait une pièce d'étude pour pas le ciseau, mais la fermeture éclair qui est non invisible, une fermeture classique. Et il y a une méthode, et là encore une fois j'ai des écarts. Donc ici j'ai un écart, j'ai bien mon 1 cm, mais là j'ai 1,3. Et il faut vraiment que j'arrive à trouver comment coudre ces fermetures, parce que je pense que si à l'examen il y a une fermeture, je pense que je vais perdre des points à cause de ça, quoi. C'est vraiment dommage, mais j'ai des difficultés avec les fermetures, c'est dommage. Il faut vraiment que je m'entraîne là-dessus. Donc voilà, donc les deux modèles, ça je vous le dis, je vous ai montré les mini, je vous ai montré la maxi, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les différentes choses que j'ai apprises. Oui, en termes d'histoire de la mode, donc on démarre avec l'Antiquité. Donc l'Antiquité, c'est-à-dire l'Antiquité égyptienne, enfin l'Antiquité égyptienne, l'Égypte antique, pardon. Ensuite, la Rome antique et la Grèce antique, et quels sont en fait les vêtements qu'il y avait à cette époque. Alors honnêtement, c'est pas vraiment des vêtements, c'est plutôt des drapés, voilà, chercher le mot. C'est des drapés en fait à l'époque, et il fallait surtout pas couper le tissu, d'après ce que j'ai pu en lire, parce que le tissu était cher et que il fallait au contraire garder un maximum de tissu. Et c'est pour ça que à l'époque, alors en Égypte antique c'était que des pagnes, et qu'en Rome antique et en Grèce antique, on avait en fait des vêtements drapés complets qui étaient resserrés. Donc ça c'est en Grèce, hein. C'était juste un rectangle avec pour la tête, et c'était resserré par une ceinture. Et là pareil, le drapé complet, tout le tissu qui était en fait mis à l'époque en un seul et même vêtement. Et les pagnes, donc c'était juste pour les Égyptiens. Et de là, on doit en fait savoir qui, dans les temps modernes, ça risque de couper, je vais reprendre après si ça coupe, qui dans les temps modernes s'était inspiré en fait de cette période-là, donc de tout ce qui est l'Antiquité, pour créer des vêtements à l'époque moderne, on va dire. Et j'ai fait la connaissance, que je ne connaissais pas du tout, honnêtement, de nom, de Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet, qui est, elle, une couturière, alors qu'elle a vécu longtemps, elle a vécu jusqu'à 98 ans, je trouve ça pas mal, et qui a été une couturière très connue dans sa période, hein, puisqu'elle est née en 1876, elle est morte en 1975, et elle a permis en fait de remettre en avant toute la période d'Antiquité avec des drapés dans ses modèles. Je ne sais pas si on va voir grand chose, mais des modèles où on voit des vêtements en fait un peu type drapé, et c'est elle qui a remis en avant la période d'Antiquité dans l'ère moderne en fait de la mode. Ça va couper, je reviens dès que possible. Du coup, j'en ai profité pour vérifier si je trouvais en fait des informations dans ce livre. Alors parce que du coup, Madeleine Vionnet, c'est Christine Charles qui en parle dans ce livre-là. Donc j'avais été chercher un peu sur internet pour y retrouver des informations. Et du coup, je me suis juste là à l'instant interrogée si elle était dans ce livre-là, qui est quand même un livre sur la mode. Donc, et bizarrement, je crois pas l'avoir retrouvé. Je regarde à nouveau. Et je me dis que apparemment, elle a été une personne qui... ah si, autant pour moi. 246. Je me disais, c'est étonnant qu'on la retrouve pas alors qu'elle aurait eu quand même un impact important dans la mode à son époque. Donc je suis quand même étonnée de ne pas la retrouver. D'accord, ok. Voilà l'inspiration, je pense, qui est en lien avec la période antique dont je vous ai parlé.
Donc voilà pour ce qui était de l'histoire de la mode. Donc je vous ai parlé un peu, alors oui, au niveau de la connaissance du matériel industriel, on apprend aussi, grâce à ce livre, le nom des machines industrielles comparativement aux machines familiales. Et notamment au niveau de l'industrie, chaque machine n'a qu'une utilité. On a la piqueuse plate pour le point droit, on a la piqueuse plate à point chaînette pour le point extensible, enfin le point zigzag je pense. Il existe une machine à boutonnière, spécifique machine à boutonnière, la surfileuse raseuse, donc qui surfile, la surjeteuse qui surjette, hein, et la recouvreuse colletteuse. Donc en fait, chaque étape de la construction d'un vêtement a sa propre machine au niveau de l'industrie. Et c'est pour ça que, enfin, contrairement à la machine familiale, qui elle, là ils essayent de regrouper toutes les étapes dans une seule et même machine. Bah, dans l'industrie, c'est pas du tout la même chose. Et on a bien sûr à apprendre l'utilisation lors de l'examen de la piqueuse plate, de la surfileuse, enfin essentiellement c'est ces deux machines-là. La difficulté, ça va être d'apprendre en fait à travailler sur une piqueuse plate qui est une machine beaucoup plus puissante que nos machines familiales et sur laquelle il va falloir jongler sur la vitesse. D'ailleurs, à ce propos, Christine Charles préconise sur nos machines familiales d'utiliser, enfin, si vous avez dans votre machine un variateur, de l'utiliser, variateur de vitesse, hein, j'entends, au maximum pour pouvoir apprendre à utiliser la pédale de manière plus douce. Parce que dans la machine industrielle, dès qu'on appuie, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de tester une machine, même pas 3 minutes, hein, chez une retoucheuse de ma ville qui est d'ailleurs a gentiment accepté de me montrer le fonctionnement d'une machine à partir du mois de mai pour que je puisse m'entraîner. Et donc en l'espace de 3 minutes, j'ai à peine appuyé sur la pédale que la machine est partie très très vite. Donc je me dis que si en plus il faut faire attention à nos points, qu'il faut faire attention aux fermetures si on doit en faire une, et qu'on doit juger la vitesse à laquelle on utilise la machine, là c'est déjà plus compliqué, quoi. Donc j'admire les couturières industrielles parce qu'elles arrivent à faire ça très vite, parfois même sans épingles. Alors étonnamment, là aussi elles conseillent de ne pas trop utiliser les épingles parce que justement dans l'industrie, elles assemblent les pièces sans aucune épingle, mais là j'en suis pas encore à ça. Pour l'instant, si je n'épingle pas, ça part dans tous les sens, c'est pas joli. Donc voilà pour ça, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, je voulais vous montrer donc, alors je me suis fait un petit carnet, hein. Bon, ça c'est mon carnet habituel depuis 2019, hein. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, je les ai mis ici. Et là donc du coup, je me suis fait une petite fiche technique pour ce qu'on a fait sur la jupe Ambrosia. Et j'ai essayé de dessiner donc en dessin de style le résultat de la jupe faite. On doit reconnaître un mouvement, on doit reconnaître en fait l'ombre de la robe, enfin de la jupe. Et c'est ça qu'on aura à faire lors de l'examen. Donc je crois que je vous ai tout dit. Donc les différences de plis, oui, ça je vous en ai parlé. Et voilà, c'était tout pour cette partie en fait scolaire, CAP. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ah si, j'ai une petite chose ici là. J'avais envie de me détendre le week-end dernier parce que j'ai après quand même un mois complet d'apprentissage et de réflexion sur mes propres pratiques, hein. J'avais envie de me faire un petit point break, on va dire, un point break. Et puis j'ai eu envie de faire quelque chose de joli. Comme j'étais dans la version mini en ce moment, je trouve ça plutôt sympa les versions mini. Je me suis dit qu'après des mini-jupes, j'avais envie de me faire un mini sec. Donc ça c'est issu d'un patron de Bee-Bag Maker. Alors c'est du cuir, hein, que j'ai découpé. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien du patron qui est gratuit, donc je me permets de le faire puisque c'est gratuit. Donc j'en ai profité pour mettre aussi des petits pieds sacs. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que franchement je trouve ça trop mignon. Et puis je me dis qu'une petite chaînette avec tous les sacs, ça pourrait être fort sympathique.
Voilà, je crois que alors j'espère que c'était pas trop brouillon pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu mélangé dans ma tête. J'arrive pas encore pour l'instant à m'organiser ni sur mon plan de travail, ni dans ma tête pour savoir comment vous dire les choses. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi par contre si ça vous intéresse, si ce que j'apprends, moi qui m'intéresse énormément, hein, est-ce que ça vous intéresse aussi et est-ce que je continue ces vidéos. Si vous avez des conseils, parce que vous l'avez déjà passé, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'aidera peut-être. Et puis voilà, bon, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Elle est quand même un petit peu longue malgré tout. Je pensais pas que ça durerait si longtemps, mais je suis encore de plus en plus bavarde avec vous. Il va falloir que je me canalise. Et puis, merci beaucoup, merci pour tout. Donc, comme je vous l'avais indiqué, j'avais fait le petit concours le mois dernier. La gagnante a été donc désignée. J'ai fait une petite vidéo en amont de celle-ci pour désigner la gagnante. Je la félicite de ce gain. J'espère que ça lui plaira. Et puis, il y aura certainement d'autres concours par la suite. Hein, je ne sais pas encore quand. Là, je suis concentrée. J'avoue, je vais être concentrée sur ce CAP pour essayer de l'obtenir. Donc, merci à vous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Et puis, si vous en êtes OK, dites-le moi. Je continue mes vidéos. On se reverra le mois prochain sur le mois d'octobre donc du bouquin. Et cette fois-ci, on part sur une petite robe. Donc c'est la robe Iselda, je ne me souviens même plus du nom. Elle s'appelle Iselda, tout à fait. Alors c'est une petite robe que je ferai en version mini, parce que je pense qu'elle est beaucoup trop courte pour ma soeur. Mais je ferai un modèle basique cette fois-ci. Le modèle basique d'une robe qui s'appelle la robe à 3 trous, les bras et la tête. Donc c'est un modèle robe à 3 trous que je vais certainement trouver dans tous les patrons que j'ai. Donc je ferai un modèle basique pour ma soeur. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si je continue, si ça vous plaît, si vous aimez apprendre comme moi des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à m'en faire part et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.